Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons l'avantage et la priorité d'avoir une camarade de sciences économiques L2 à l'université de Soie. Elle est venue nous rencontrer dans ce joli labo pour pouvoir davantage avoir d'amples explications sur le cours d'approfondissement de la fonction d'investissement. Et c'est un signal qu'elle donne déjà d'avance comme ça à certains étudiants aussi qui veulent aussi intégrer le laboratoire pour pouvoir essayer d'approfondir leurs connaissances dans le domaine des questions micro et macroéconomiques. Et ainsi, nous voulons ainsi profiter de sa présence pour pouvoir parler et innover, informer, communiquer à certains qui traînent encore le pas chez eux, de nous retrouver dans le dit laboratoire. Parce que nous avons dit dans une vidéo que dès août, nous allons lancer les séries de formations. De telle sorte que dans le plan de la comptabilité, dans le plan de la macroéconomie, dans le plan informationnel et informatique, on puisse former davantage des jeunes qui vont entreprendre leur vie en main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette jolie demoiselle s'est déplacée de loin pour venir nous rencontrer, afin que nous puissions davantage lui faire comprendre les questions macroéconomiques qui portent sur le domaine de l'investissement. Et sur cette vidéo que nous allons réaliser présentement avec elle, nous vous demandons de nous suivre attentivement afin de communiquer et de poser vos questions. Il ne suffit pas simplement de s'abonner à la chaîne, mais c'est de cliquer sur j'aime et de s'abonner à la chaîne et de laisser des commentaires pour suggérer et dire ce que vous voulez pour la prochaine fois. Donc je vous demande d'écrire des commentaires juste en bas de la vidéo. Faites des commentaires, communiquez la chaîne, publiez la chaîne et faites de telle sorte que la chaîne puisse être référencée par elle-même. C'est vous qui faites la chaîne et ce sont vos questions qui vont nous permettre d'avancer. Donc sur ce, nous avons la gratitude et vraiment l'opportunité d'accueillir mademoiselle Kelly. Mademoiselle Kelly, vous pouvez vous présenter devant la caméra. Donc celle-ci, c'est une jeune étudiante de sciences économiques à l'université de Soie, précisément à Yaoundé et normalement au Cameroun. Et elle est venue comme ça dans ce laboratoire pour nous poser des différentes questions sur le cours de l'approfondissement de la fonction d'investissement. Donc nous allons essayer dans les minutes qui suivent travailler avec elle pour vous montrer comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner les étudiants qui ont ces différentes lacunes. Que ce soit en mathématiques, en microéconomie, en macroéconomie, en fiscalité, ou je ne sais pas, en monnaie, banque et finances, dans tous les domaines. Il y a plusieurs enseignants qui sont là à votre écoute. Donc, ne traînez plus le pas, lancez-vous. Bon, aujourd'hui, Kelly, nous avons la chance et l'opportunité de vous retrouver et de vous rencontrer dans notre chaîne YouTube. Et nous voulons donc, à travers ce tuto que nous faisons avec toi, que nous puissions davantage t'expliquer ce que tu ne comprends pas à travers le cours de l'enseignant. Et sur ce fait, de communiquer aussi de sorte que les uns et les autres qui nous voient un peu de partout, qui puissent aussi venir aussi s'abonner dans la maison. La maison est gratuite. Donc, il y a des livres, il y a des enseignants, tous ceux-là qui sont là pour former, qui vous attendent. Donc, c'est vous qu'on attend. C'est déjà bien que vous avez lancé le pas. Et ce signal-là doit nous donner vraiment, c'est pas un réjouissement dans le cœur. C'est tout ce que je peux dire. Donc, nous allons lancer avec elle sur le coup. Elle est là. Bon, quand nous lisons par exemple le chapitre 2 où l'enseignant parle approfondissement de la fonction d'investissement, c'est ce que votre enseignant dit. Bon, lui, il prend le grand 1, il prend définition et type d'investissement. Il faut d'abord comprendre que dans la définition d'investissement, qu'est-ce que l'enseignant dit? Il faut regarder la caméra parce qu'on te regarde, il ne faut pas te cacher. Si tu es devant la caméra a besoin que tu le regardes, lui te regarde, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme je disais tantôt, ils ont vu dans le cours définition et type d'investissement. On dit définition. Ici, on dit que en macroéconomie, l'investissement est analysé au sens de la capitalisation nationale, de la comptabilité nationale, pour désigner la fonction brute du capital fixe, c'est-à-dire l'achat des biens d'équipement durables neufs par les unités économiques résidentes, qui seront utilisés pendant une période d'au moins 1 an dans le processus de production de l'investissement. Englobe donc les dépenses que les entreprises consacrent à l'acquisition des biens durables, les dépenses consacrées à l'acquisition des logements neufs, les dépenses que l'État consacre à la fourniture des équipements collectifs, ainsi les investissements boursiers ou financiers, l'acquisition des terrains et les investissements immatériels tels que la publicité et la formation ou encore la santé ne constituent pas un investissement au sens de capitalisation, au sens de la comptabilité nationale. Marie, même qu'il y a eu une erreur de frappe, bon, vous avez écrit, c'était au sens de la comptabilité nationale.
Donc, si nous regardons très bien le grand 1, où on parle par exemple de la définition de l'investissement, il faut d'abord comprendre ici, quand on dit que l'investissement est analysé au sens de la comptabilité nationale pour désigner la formation brute du capital fixe, il faut comprendre que la formation brute du capital fixe, comme l'enseignant l'a si bien dit, ce sont des biens d'équipement durables, neufs, qui peuvent être utilisés, n'est-ce pas, par des unités résidentes dans le pays. Tu vois, et les biens là peuvent être utilisés d'une durée au moins d'1 an. Quand je dis au moins d'1 an, ça veut dire à partir d'1 an en montant. Soit on peut avoir des biens où la durée de vie ou d'utilisation est dotée de 5 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 25 ans, voire plus. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Et c'est pour ça que si vous regardez par exemple le TD que votre enseignant vous a laissé, il vous fait comprendre que dans la série des TD sur l'investissement, je pense, si j'ai encore la question, parce qu'on va un peu expliquer le cours aussi en prenant aussi justement un peu les petites questions comme ça, à travers les différentes TD laissées par les enseignants pour essayer davantage de les expliquer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit très bien qu'il faut bien comprendre la définition même. Il dit, l'investissement au sens de la comptabilité nationale désigne, vous voyez, il dit, l'achat des actions et des obligations dans l'optique d'obtenir une plus-value. Ça, c'est la proposition A qu'il émet. Proposition B, l'acquisition des équipements d'occasion auprès des résidents. Proposition C, l'ensemble des biens durables acquis par les entreprises, les ménages et les administrations publiques qui sont utilisés au moins pendant 1 an dans le cycle de production. Il est aussi appelé formation brute de capital fixe. De vous à moi, vous voyez qu'il ressort de ces 3 propositions que la proposition estimable ou vraie, c'est la proposition C, non? Parce que dans la proposition C, on nous fait comprendre que ce sont des biens durables qui sont acquis par les entreprises, les ménages et les administrations publiques. N'est-ce pas? Vous voyez donc que les ménages, les entreprises, les administrations publiques, tout ça sont les secteurs institutionnels ou les différents agents économiques qui interviennent quoi, dans la comptabilité nationale. On dit donc que ce sont ces différents agents économiques ou ces différents secteurs institutionnels-là qui interviennent dans la comptabilité nationale, qui peuvent acquérir des biens, n'est-ce pas, des biens de production, pour les utiliser au moins dans une période d'au moins 1 an. Donc, et lorsqu'ils achètent des biens, et ces biens-là, ça peut être par exemple, si on prend les entreprises, ils vont acheter peut-être des machines, peut-être, je ne sais pas, des fours à fabriquer du pain, du gâteau, ou par exemple, si on prend peut-être, je ne sais pas, les grandes entreprises ou les ménages, qui vont acheter peut-être, je ne sais pas, des réfrigérateurs, des meubles, tout et consorts. Ce sont des biens qu'ils vont utiliser au moins pour une période d'au moins 1 an. Vous voyez un peu? Donc, prenons le cas direct de l'entreprise. On se rend compte que lorsque l'entreprise acquiert peut-être des fours, ces fours-là vont être utilisés pour produire quoi? D'autres biens, non? Qui sont les biens qui sont demandés par les ménages. Donc, ces facteurs, qui sont des facteurs de production, vont nous permettre de produire d'autres biens. Tu comprends un peu? Et c'est selon ça qu'on appelle donc la formation du capital brut. N'est-ce pas? Formation du capital brut. Ça veut dire que ce sont des machines-là qu'on utilise qui vont nous permettre encore de former encore d'autres capitaux. On se comprend un peu très bien, non? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que l'enseignant veut ainsi insinuer. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Je ne sais pas si tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Parce que si tu as des nuances, c'est mieux que nous essayons d'éclairer cela. Parce qu'il faut qu'au sortir de ce laboratoire, tu puisses être vraiment éclairé dans ça. Donc, il est phénoménal et fondamental que tu puisses d'abord comprendre de quoi est l'investissement. Et on va parler de l'investissement que dans le cadre de la comptabilité nationale. Et quand on parle de l'investissement dans le cadre de la comptabilité nationale, on fait mention ici plus de quoi? Des agents économiques résidents, n'est-ce pas? Qui vont acheter des biens qui vont leur permettre de produire d'autres biens au profit d'autres secteurs institutionnels. Ok? Donc c'est ça. Bon, moi c'est la définition phare que tu dois comprendre avant qu'on avance. N'est-ce pas? Maintenant, quand il dit que les différents types d'investissement, si dans petit 1, vous vous rendez compte que nous avons défini l'investissement. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'investissements, n'est-ce pas? Pendant que par exemple, les entreprises achètent peut-être des biens ou les facteurs de production comme à l'instar des machines. Les ménages peuvent acheter je sais pas, par exemple des réfrigérateurs,
n'est-ce pas? Ou des plaques à gaz, ou des cuisinières. Vous voyez donc que pour les entreprises, les machines qu'ils utilisent, ces machines n'ont pas volonté peut-être à produire les mêmes biens que les ménages. Ouais, un peu non. Donc, d'où maintenant il ressort les différents types d'investissements. On nous fait comprendre donc que l'investissement de remplacement, de renouvellement du stock de capital. Ce type d'investissement vise à maintenir l'activité au niveau normal, en remplaçant le stock de capital qui s'est déplacé, qui s'est déprécié, autant pour moi, qui s'est déprécié du fait de l'usure physique. Imaginez un seul instant que vous achetez une machine, n'est-ce pas? La machine peut-être est dotée par le fabricant et le fabricant fait comprendre que un four qui par exemple, lorsqu'il est neuf, il peut fabriquer peut-être 10 pains à la minute, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que la durée d'utilisation du dit four est en train d'être amortie, n'est-ce pas? Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'équipement ou le matériel s'amortit, son rendement aussi est limité. Ou son rendement décroît. Si c'était un four qui était capable de nous fournir 10 pains à la minute, on se rend compte que après par exemple une période de 1 an, 2 ans, il ne peut plus donner le même rendement. Vous voyez donc que la machine s'est usée et la machine est en train de se déprécier. Maintenant alors, si l'entreprise veut répondre par exemple à la demande des consommateurs ou des 10 ménages, il faudrait que l'entreprise, si par exemple on demande peut-être à l'entreprise de fabriquer peut-être 20 pains et qu'elle a une machine qui ne peut plus fabriquer 10 pains, vous voyez donc qu'il faudrait que l'entreprise puisse remplacer cette machine qui est usée, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre une machine qui serait capable à ce moment-là de fournir, je ne sais pas si tu comprends un peu, elle renouvelle son stock, n'est-ce pas? C'est un peu ce qu'on est en train de vouloir expliquer là. C'est d'où là où il vous fait comprendre que l'investissement de remplacement ou de renouvellement du stock de capital. En ce moment, on voit même que quoi? On a acheté une machine. C'est un capital qu'on a immobilisé. Et vous voyez donc au fur et à mesure que ce capital passe le temps dans la maison, il est en train de se déprécier. Parce que si vous avez acheté le capital, par exemple, si vous avez acheté la machine au prix peut-être, je ne sais pas, de 1000 euros. Vous voyez donc après 1 an, s'il faut revendre la dite machine, on ne peut plus la revendre à 1000 euros. On ne peut plus la revendre à 1000 euros. Et comme on ne peut plus la revendre à 1000 euros, on se rend donc compte qu'on va la revendre peut-être à 500 euros. Vous voyez donc que le capital s'est déprécié du fait qu'il s'est usé. Oui, un peu non. Et c'est là où on parle de l'investissement de remplacement ou de renouvellement du stock de capital. Donc une entreprise peut vouloir acquérir peut-être une nouvelle machine, faute de quoi elle veut remplacer celle qui est ancienne. Parce que celle qui est ancienne ne corrobore plus, ne respecte plus, n'obéit plus à son rythme de production ou de rendement. Ça va? C'est un peu ça. Voilà. Il faut bien comprendre. Donc on dit maintenant aussi qu'après l'investissement de remplacement, on peut aussi avoir l'investissement de modernisation du stock du capital. L'investissement de modernisation du stock de capital. Alors, ici nous allons nous poser la question de savoir que l'investissement de modernisation du stock de capital, qu'en est-il réellement? Ok? Alors, on dit, il a pour but d'accroître la productivité et l'efficacité productive en introduisant des équipements plus modernes, plus performantes et perfectionnées. Lorsque la technologie progresse et qu'elle est incorporée dans une forme particulière d'équipement, les équipements existants deviennent obsolètes et doivent être remplacés même s'ils ne sont pas totalement usés. Il faut bien comprendre. Ça, l'enseignant est clair là. Il est très clair et c'est même facile ici à comprendre. Prenons des exemples palpables et physiques, n'est-ce pas? Rends-toi compte que, revenons dans le cadre toujours de la dite entreprise que nous avons pris dès le départ de notre introduction. On nous a fait comprendre que voilà l'entreprise qui a investi peut-être dans une machine. Il savait qu'après 5 ans, la machine est obsolète. Quand on dit que la machine est obsolète, ça veut dire que la machine est dépassée. Tu vois un peu? Ça veut dire que la nouvelle technologie maintenant qu'on inclut dans les nouvelles machines qui sortent, les anciennes machines ne peuvent plus prendre cette technologie-là. Vous voyez un peu? Les nouvelles fonctions que l'ancienne machine ne peut plus faire. Ne peut plus faire, en fait, c'est ça. Maintenant alors, toi qui utilises cette machine, tu dois être au rendez-vous de l'évolution de la technologie. Ça veut dire que toi qui es l'entreprise,
tu dois alors essayer maintenant de fournir maintenant des nouvelles machines avec des nouvelles technologies pour pouvoir être au rendez-vous de la mutation technologique. N'est-ce pas? Donc ce n'est que ça. Et vous voyez donc quoi? Plus une machine, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, que je disais peut-être à un camarade qu'on s'est rencontré il y a de cela par exemple 2 ans. Même sur les livres. Même sur les livres. Parce que quoi? Vous voyez que quoi? Prenez un livre en informatique. Le livre là, c'est un investissement. Quand un enseignant d'informatique achète un document par exemple à 25 €, vous voyez, il achète un document à 25 €, c'est ce facteur qui est capital pour lui de produire des cours. Hein? Des produits, des cours d'actualité. Pourquoi? Un livre par exemple de 1995 en informatique, qui parlait par exemple du web 2.0. Aujourd'hui, nous sommes par exemple au web 3.0, principalement au Cameroun, parce que déjà aux États-Unis, en Amérique, au Japon, ils font déjà du web 5.0. C'est vrai, je parle de la 5G. Vous pensez qu'un livre de 1995 en informatique, en 2019, va encore continuer à transmettre un message innovateur? Non. Ça ne peut pas marcher. Il est déjà obsolète. Il est obsolète. Donc, vous voyez donc quoi? Vous savez que si un enseignant d'informatique vient là nous faire comprendre que non, ça y est, les livres depuis 1995, on va toujours l'utiliser. Mais en ce moment, lui, il retarde la technologie. Pendant que le Japon est déjà à la 5e génération, vous êtes encore à la 2e génération, voire la 3e génération. Vous voyez donc qu'il y a 2 générations d'écart. Vous êtes en arrière. Vous voyez un peu? C'est donc ça, donc on dit donc quoi? Quand tu es compétent, parce qu'on va mettre ici l'enseignant d'informatique à la place d'un entrepreneur. Quand on dit entrepreneur, on le voit à la tête d'une entreprise. S'il est à la tête d'une entreprise, vous savez, on dit donc quoi? Il doit donc essayer de changer sa machine. La nouvelle machine qu'il doit acheter doit être un livre de 2019 qui parle de la 5G. Tu comprends maintenant très bien? Parce que s'il parle de la 2G, il est déjà en retard. Normalement, les appareils qui doivent utiliser la 2G n'existent plus. Vous voyez un peu? Les smartphones que vous avez maintenant, ce sont les smartphones qu'on fabrique qui doivent prendre au moins la 4G. D'où tu vas trouver les appareils smartphones qui vont prendre la 2G? Ça n'existe pas. Donc, tu dois être au rendez-vous de la veille technologique. N'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est la même chose avec l'entrepreneur. Donc, mettre dans le cadre que tu as un smartphone qui utilisait la 2G, j'ai dit le passé, et qu'aujourd'hui, tu es dans la 4G. Tu vois donc que ton smartphone qui utilisait la 2G ne peut plus en 2019 être encore utilisé pour la 4G. Donc, moralité, tu vas t'acheter maintenant un nouveau smartphone où tu vas te rendre compte que ça doit utiliser la 4G. Ça va? Oui, ça va. Donc, c'est ça. Prends le smartphone comme c'était un bien d'équipement, un investissement. Bien sûr, quand tu achètes un téléphone, tu as investi. N'est-ce pas? C'est un investissement que tu as fait. Quand tu achètes un smartphone, tu as investi. Ok? Voilà. Maintenant, alors, toi, tu es un entrepreneur. C'est toi qui achètes le smartphone. Ça te permet peut-être pas d'un travail précis. Puisque la technologie évolue, tu ne peux plus utiliser le même smartphone là. Au même rythme de la technologie. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, nous avons donc compris donc que, hormis de l'investissement de remplacement ou du renouvellement de stock, on peut aussi avoir l'investissement de modernisation du stock du capital. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ainsi, après, on parle encore de l'investissement de capacité. C'est quoi l'investissement de capacité? On fait comprendre que votre enseignant propose ceci. Il dit ceci. Il a pour but d'augmenter la capacité de production d'une entreprise en créant de nouvelles unités de production, soit pour un produit déjà existant, ça veut dire l'expansion quantitative, soit pour un nouveau produit, expansion qualitative. On dit il a pour but d'augmenter la capacité de production d'une entreprise en créant de nouvelles unités de production, soit pour un produit déjà existant. Imaginez par exemple, prenons par exemple la société Camille Toyota. Elle est dédiée peut-être à fabriquer des voitures peut-être Ford ou peut-être, je ne sais pas, de marque Toyota pour l'Afrique. Vous voyez donc quoi? On se rend compte qu'au 21e siècle, en Afrique, la demande des voitures Toyota double cabine sont de l'ordre de plus de 95%. N'est-ce pas? Vous voyez donc quoi? Si maintenant la marque Camille Toyota, n'est-ce pas, qui est une entreprise qui fabrique les véhicules pour l'Afrique, si elle veut répondre à la demande de la fabrication des 10 véhicules,
il faudrait qu'elle puisse faire comment? Il faudrait qu'elle puisse ici faire un investissement de capacité qui doit la permettre de créer toujours les mêmes voitures, mais cette fois-ci en nombre effectivement élevé pour répondre à la dite demande de l'Afrique, de la clientèle ou alors des consommateurs africains. Tu comprends un peu très bien, non? Donc c'est là où maintenant on parle aussi de l'investissement de capacité. Voilà. Maintenant, on a fini ainsi avec la section 1. On va maintenant prendre dans la section 2. Dans la section 2, votre enseignant parle ici les déterminants néoclassiques de l'investissement, le coût du capital. Moi, j'ai un problème quand je lis ces couches normalement. Il faut comprendre, avant que je t'explique les choses simples, vous voyez qu'on parle des néoclassiques. Quand on parle des néoclassiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle des néoclassiques, ça veut dire que qu'est-ce que les néoclassiques ont dit sur l'investissement? Hein? Parce que quand moi je comprends le néoclassique, cela présuppose pour moi qu'on peut aussi parler peut-être du quoi? Des macro-économistes. Qui sont quoi? Qui sont aussi les de John Maynard Keynes. Si les néoclassiques ont parlé, ça veut dire que aussi Keynes quelque part parle aussi. N'est-ce pas? Voilà. On fait donc comprendre que la théorie néoclassique fait dépendre l'investissement du coût du facteur capital. Dans les premières analyses, ce coût était assimilé au seul taux d'intérêt. Mais à partir des années 1950, le coût du capital a été élargi pour intégrer le coût d'usage et le coût d'ajustement. N'est-ce pas? On dit à partir des années 1950, le coût du capital a été élargi pour intégrer le coût d'usage et le coût d'ajustement. On parle maintenant petit, grand 2.1, le taux d'intérêt réel comme indicateur du coût du capital. Ça c'est aussi simple. C'est simple parce que ça ne cause pas de problème. Alors, on considère une firme, on dit ici qu'on considère une firme qui peut acquérir une unité de capital K à un coût R indice K. Le profit de cette entreprise s'écrit, bon, on a vu que le profit c'est comment? Si nous prenons par exemple le profit P du capital X1, Xn, on voit que le profit c'est quoi? La recette totale, n'est-ce pas? Oui, la recette totale. X1 jusqu'à Xn moins quoi? Moins RK multiplié par K. Donc, néoclassiquement, on se rend compte qu'il calcule le profit ainsi. N'est-ce pas? Ça, c'est le profit qu'il calcule. Alors, où K désigne le montant du capital acquis par la firme et X1 l'ensemble d'autres facteurs que l'entreprise considère comme données. R était la recette totale de l'entreprise avec, bien sûr, R et T K. On nous parle ici de RE, T indice K, égale à la dérivée de R et T par rapport à RE, strictement supérieur à 0. Et la dérivée seconde, par rapport à K, bien sûr. Voilà. Et la dérivée de RKK, qui est la dérivée de quoi? De la dérivée, n'est-ce pas? De la recette totale par rapport à K, non? À K au carré, non? C'est ça? Hein? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Qui doit être comment? Négatif. Donc ici maintenant, on doit évaluer les conditions de premier ordre de maximisation qui imposent que la dérivée sommet de la fonction de profit par rapport à quoi soit nulle. Donc lorsqu'on va faire la dérivée, elle doit être nulle. On va donc se rendre compte que pour intégrer cette valeur-là, n'est-ce pas, on va dériver le profit par rapport à K. Si on dérive le profit, si nous dérivons le profit par rapport à K, ce profit que nous devons par rapport à K nous donne quoi? Nous donne la dérivée de la recette totale, non? Dérivée de la recette totale par rapport à K qui dépend de K, X1, Xn, moins quoi? La dérivée par moins R de K, n'est-ce pas? Maintenant, cette dérivée-là, on dit donc que cette dérivée doit être égale à 0, n'est-ce pas? Si cette dérivée est égale à 0, si cette dérivée de K est égale à 0, ceci entraîne que quoi? Que la dérivée de la recette totale par rapport à K de
KX1 XN moins RK est égal à 0. Ceci entraîne que la dérivée de la recette totale par rapport à KX1 XN est égal à RK. Là, on a une relation, je vais d'abord m'arrêter pour faire un petit commentaire, qui est fondamentale. Cette relation, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on va te faire comprendre que cette dérivée que nous avons eue égale à RK, on dit cette dernière relation montre que la quantité de capital qu'une firme désire détenir est une fonction de son coût d'acquisition. Donc, voyons que quoi, la quantité de capital que l'entreprise désire obtenir doit être fonction de son coût d'acquisition. Ça veut dire quoi? Si je vais à la banque et que je veux, par exemple, acquérir un certain nombre de capital pour pouvoir créer peut-être ma boîte ou mon entreprise, on va mettre la banque va me dire que nous allons te donner peut-être tel montant à tel coût. Ouais, un peu. Ça veut dire que la banque va me vendre plutôt de l'argent. Oui. N'est-ce pas? Ah, oui, la banque va me vendre plutôt de l'argent. La banque va me vendre de l'argent. Et je vais donc essayer d'acheter l'argent là suivant un coût. Si le coût est élevé, je peux ne pas acquérir. Si le coût est peut-être consistant, je peux prendre. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu ce coût-là qu'on va donc voir que le K dépend de RK. Bon, pour certains nombres de questions, on va un peu essayer de continuer, n'est-ce pas? En te montrant que K va dépendre de RK. Mais on va continuer cela hors de la vidéo maintenant, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, là, nous avons eu vraiment la chance et une justesse pour nous d'accueillir mademoiselle Kelly, qui est étudiante en sciences économiques niveau L2 à SOA University, au Cameroun précisément. Donc, avec elle, on est en train de travailler. On a voulu vous montrer juste l'entame de cette étude avec elle, pour que vous puissiez voir et connaître de quoi nous parlons quand nous disons que de coaching des cours. Maintenant, par la suite, nous allons couper la vidéo pour vous donner, pour continuer avec elle hors de la caméra, afin que vous puissiez davantage voir cette vidéo, mettre des pouces de chaîne, abonnez-vous à la chaîne, faites des commentaires, publiez cette chaîne et dites-nous les fake news de cette chaîne. C'est ça que nous attendons de vous. Sur ce, nous vous disons infiniment merci et soyez massivement nombreux à nous appeler et à nous écrire sur notre, juste en bas de la vidéo, et nous allons vous recevoir. La maison est ouverte pour vous tous et on attend que vous. Donc, bye bye. Voilà. Moi, j'ai coupé. D'accord.